Bonjour, Wilfried Paris, de retour en Normandie. Je reviens de Grenoble, où je me suis rendu afin de soutenir Maître Bernard Ripert. Parce que ce confrère se dit victime d'une grave injustice et dénonce à son encontre un véritable harcèlement moral. Tout cela dans le contexte des poursuites disciplinaires engagées contre lui sur la base de dénonciations, essentiellement. Les dénonciations. Les gens dénoncent ce qui les arrange, mais surtout, en général, les gens ne dénoncent que ce qui ne représente aucun danger véritable. Car en vérité, lorsqu'ils ont la mafia en face d'eux, les gens deviennent silencieux. Le silence est à mon sens le seul bruit significatif pour établir la réalité d'un vrai danger. Lorsque la peur devient terreur, les gens cèdent à l'omerta et plus personne ne dit mot. J'ai donc bien l'impression qu'il ne faut pas trop croire les dénonciations capitalisées contre Maître Bernard Ripert. Mais, me direz-vous, qui est donc Maître Bernard Ripert ? Maître Bernard Ripert est un avocat inscrit au barreau de Grenoble. Maître Bernard Ripert n'est pas n'importe qui. C'est un avocat de renommée nationale que la presse et les journalistes qualifient de ténor du barreau. Autrement dit, c'est un seigneur du barreau reconnu pour son talent et son art oratoire. Ce qu'il faut cependant noter ici, c'est le domaine particulier d'intervention de Maître Bernard Ripert. C'est un avocat pénaliste qui a notamment défendu Action Directe, c'est-à-dire des personnes impliquées dans des actions terroristes. Il va de soi que cette information ne doit pas être négligée. Dans le contexte actuel de l'état d'urgence, motivé par la lutte antiterroriste, il ne faut pas être naïf. Certains avocats deviennent des cibles. Conscient de cette dérive, Maître Bernard Ripert, en début d'année 2016, avait lancé un appel au secours par Internet. Dans son message, il se référait à cette citation célèbre du pasteur Martin Niemöller. Je le cite. « Quand ils ont arrêté les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils ont arrêté les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils ont arrêté les juifs, je n'ai rien dit. Je n'étais pas juif. Quand ils sont venus m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. » Autrement dit, Maître Bernard Ripert ne se contentait pas d'appeler au secours ses confrères avocats. Non! Par cette référence aux persécutions fascistes, Maître Bernard Ripert avait voulu lancer l'alerte. Il avait voulu mettre en garde tous ses confrères sur le sort qui lui était réservé. Il avait voulu les prévenir que désormais, au vu de ce qu'il constatait à son encontre, c'était l'ensemble des avocats, de droite comme de gauche, blancs ou noirs, hommes comme femmes, qui étaient menacés. Ce contexte initial d'alerte ne peut que nous inquiéter. Nous, avocats, et vous tous, qui aurez peut-être besoin un jour d'un avocat autonome et affranchi pour vous défendre. Ici, la menace ne vise pas seulement des personnes en robe noire, mais elle vise jusqu'au principe même de la défense.
et jusqu'au principe même de toute idée de justice dans ces cas-là. C'est d'ailleurs cette dérive qui a été dénoncée avec subtilité par notre excellent confrère Maître Thierry Lévy du barreau de Paris, puisque durant la première audience du 2 juin 2016, ce célèbre avocat parisien prenait lui aussi la parole pour défendre Maître Bernard Ripert et il venait rappeler à tous que le rôle d'un bon avocat implique effectivement de résister au procureur qui accuse et de contrarier les juges qui risquent de condamner. Dans ces conditions, personne ne peut comprendre pourquoi l'on viendrait reprocher à Maître Ripert de perturber le cours tranquille de la justice dans certaines affaires difficiles où il plaide avec force de conviction. Il faut ici rappeler que l'avocat défend les gens comme le médecin essaie de soigner ses patients, quels qu'ils soient. Il ne s'agit pas de faire l'amalgame entre l'avocat et le justiciable. Un tel réflexe peut se concevoir dans les esprits du public non averti. Mais ce réflexe devient complètement anormal lorsqu'il intervient du chef d'un magistrat ou d'un auxiliaire de justice. J'emploie ici l'expression acte anormal parce que Maître Bernard Ripert se dit, par ailleurs, victime de harcèlement moral au sens pénal. À ce sujet, il faut savoir que le harcèlement moral devient un délit pénal répréhensible dès lors qu'une personne subit des actes répétitifs, malveillants, illégaux, voire même constitutifs de voies de fait, avec pour conséquence une dégradation de la santé de la victime, santé morale et ou santé physique, voire même un péril sur sa survie, voire aussi une remise en question de son avenir professionnel. Nous entendons beaucoup parler d'une forme particulière de harcèlement moral en ce moment dans le monde politique. D'aucuns s'émeuvent de constater que certains politiciens seraient prêts à tout pour tenter d'obtenir des faveurs sexuelles de certaines femmes. Il faut tout autant s'émouvoir de toutes les situations de harcèlement moral au travail. Alors justement, qu'en est-il de Maître Bernard Ripert? Est-il réellement victime de harcèlement moral au travail comme il le prétend? Dans ce sens-là, Maître Bernard Ripert dénonce notamment 2 suspensions provisoires dont il aurait été victime de manière illégale selon lui. Il dénonce également un cumul de dénonciations indigentes, sans force intellectuelle, mais fort dangereuses, telles qu'elles sont exploitées par ses adversaires en combinaison. En tout cas, au vu du déroulement du procès disciplinaire de Maître Bernard Ripert, je dois vous dire que je serais très tenté d'admettre avec lui qu'il fait effectivement l'objet d'une forme de harcèlement moral caractérisée. Et je vais maintenant vous expliquer pourquoi très précisément. Internement abusif. Précipitation à vouloir le juger. Publicité restreinte des débats. Grief disciplinaire inconséquent. Et surtout, refus de délocaliser le procès vers une autre juridiction malgré un conflit d'intérêts manifeste entre Maître Bernard Ripert et les chefs de cour qui persistent dans leur démarche le concernant.
sur l'internement abusif. Le 23 mai 2016, Maître Bernard Ripper faisait l'objet d'une garde à vue, puis d'un internement d'office en hôpital psychiatrique au motif d'un simple regard jugé trop noir porté sur un magistrat. Déjà, le motif de cet internement paraît bien léger, voire même aberrant. Mais surtout, l'internement de Maître Bernard Ripper est intervenu sur la base d'un seul avis médical, ce qui ne peut arriver que s'il existe un péril caractérisé et imminent pour le malade et les tiers, ou bien les tiers, dans ces conditions. Comment expliquer la sortie de Maître Bernard Ripper aussi vite et dès le mercredi 25 mai 2016 ? 2 jours plus tard, n'est-ce pas là la preuve d'une absence de péril et du caractère manifestement abusif de cet internement? Il est en tout cas très étrange d'observer ici un processus de médiatisation et de déstabilisation sur un avocat juste avant une audience majeure pour lui. Cela me perturbe d'autant plus que j'ai subi exactement la même chose avant de plaider devant le Conseil constitutionnel contre la loi Guesso le 8 décembre 2015. Mieux vaut en rire. Sur la précipitation à vouloir juger Maître Bernard Ripper. Le 2 juin 2016, au vu des nombreuses exceptions de procédure soulevées par Maître Bernard Ripper, il fut décidé de cesser l'audience en soirée et de renvoyer l'affaire à plus tard. Maître Thierry Lévy expliquait alors qu'il ne pourrait pas être là la semaine suivante. Mieux, Maître Bernard Ripper informait la Cour qu'il souffre d'un syndrome du canal carpien et qu'il devait être hospitalisé à partir du 8 juin 2016 pour subir une opération chirurgicale. Pour autant, l'affaire a été renvoyée au 9 juin 2016 sans égard pour un quelconque principe d'humanité ni de loyauté ici. Je trouve d'autant plus choquante cette maltraitance entre guillemets que Maître Bernard Ripper s'était plaint durant l'audience du 2 juin 2016 de souffrir d'un grand état de fatigue à la suite de son internement d'office, dont il faut imaginer l'épreuve que cela a été pour lui. Avec des pics d'hypertension à plus de 20 et des dosages de diabète à plus de 3 grammes. Est-ce bien raisonnable? Toujours est-il que la seconde audience a été maintenue bec et ongle à la date du 9 juin 2016 avec des débats jusqu'à minuit moins 20. Outre cette volonté de juger vite, il y avait une volonté de juger dans l'ombre. Je plaisante, mais à un moment donné, la lumière ne fonctionnant plus dans la salle, Maître Bernard Ripper fit remarquer, non sans humour, à la cour, qu'en plus de vouloir le juger vite et sans public, on voulait maintenant le juger dans l'obscurité, voire même dans le noir. Encore une fois, mieux vaut rire de tout cela. Et justement, sur la publicité des débats, le jeudi 2 juin 2016, Maître Bernard Ripper, constatant que la salle dans laquelle il devait être jugé était beaucoup trop petite à son goût pour assurer l'entrée du public présent au palais de justice, il fut réclamé une autre salle que cette salle portant le numéro 13.
vous avez bien entendu. Le numéro 13, salle numéro 13. Cela ne s'invente pas. Il fallait bien un nombre symbolique pour parfaire la mise en scène de tout cela. Pire, non seulement l'audience du 2 juin 2016 fut maintenue en ce lieu maudit et trop étroit, mais en plus, rien ne fut fait pour trouver une salle plus grande à la date du 9 juin 2016. Je veux bien entendre qu'il y ait eu un effet de surprise à la première audience, mais pour la seconde audience, comment se fait-il que des dispositions meilleures n'aient pas été envisagées ici? N'est-il pas très étrange de priver Maître Bernard Ripert, dans ces conditions, du soutien de son public, alors que Maître Bernard Ripert est un ténor du barreau dont le principal talent consiste à savoir mobiliser l'écoute et emporter la conviction du public en général? À ce stade, je ne résiste plus à l'envie de comparer Maître Bernard Ripert à Dame Cigogne face à Maître Renard. Souvenez-vous de cette fable de La Fontaine, dans laquelle Compère le renard invite à dîner Commère la cigogne. N'ayant que peu de brouet à lui servir, Compère le renard lui met à dîner sur une assiette plate, de sorte que Commère la cigogne au long bec n'en peut attraper miette. Je dirais ici que Maître Bernard Ripert, invité dans une salle fort étroite, n'a pu attraper miette de son public. C'est pourtant au nom du peuple français que la justice est rendue. Pourquoi vouloir rendre sourd le public le plus large? Mieux vaut en rire. Alors, j'en viens maintenant au grief précis qui servait de fondement aux poursuites disciplinaires à l'encontre de Maître Bernard Ripert. Mais je précise immédiatement que Maître Bernard Ripert avait été relaxé, c'est-à-dire jugé innocent de tous ces griefs qui lui étaient reprochés. Il avait été jugé innocent par ses confrères dans le cadre de la procédure de première instance initiée devant le Conseil régional de discipline. C'est important de le préciser et de le rappeler à ce stade. Sur les fameux griefs. Téléphone portable dans le centre de détention. Maître Bernard Ripert aurait oublié son téléphone portable dans son cartable lors d'une visite en maison d'arrêt. Tout le monde est d'accord pour dire que cet épisode ne porte pas à conséquence, tant il est évident que cet oubli ne procède d'aucune volonté frauduleuse de la part de Maître Ripert, dont acte. Malheureusement, prétexte a été pris de cet incident malheureux pour entreprendre Maître Bernard Ripert par courrier. C'est alors qu'excédé, sortant déjà d'une année d'interdiction provisoire d'exercer comme avocat, Maître Bernard Ripert n'a pas résisté au besoin de répondre ici. Lettre au directeur de prison. Maître Bernard Ripert lui a alors demandé si il pensait être encore en 1942 avec son surveillant minable. Aïe! Moi qui interviens comme avocat pour défendre un homme accusé de négationnisme, je ne peux que m'étonner ici. Car enfin, soit qu'une personne s'exprime contre ce qui a été jugé à Nuremberg et la voilà poursuivie, soit qu'une autre personne se revendique de la lutte contre toute forme de tyrannie et la voilà poursuivie aussi. Conclusion. Le fascisme est devenu plus que jamais un sujet tabou. C'est un peu inquiétant du point de vue des libertés. Sur ce point, je voudrais rappeler que la liberté d'expression
n'a de sens que si elle permet de dire aux autres ce qu'ils n'aiment pas entendre. C'est tout le sens du rôle de l'avocat en matière de liberté d'expression. Il ne doit pas défendre la liberté d'une personne, mais la liberté d'expression au sens général, sans se demander si le propos de la personne défendue lui convient. Quelle susceptibilité ici, en tout cas, alors que, venant d'un avocat politiquement marqué, ce type de réflexion ne peut pas tellement surprendre, surtout au vu de son contexte de légitime défense. Ne croyez-vous pas que cet esprit de censure menace plus que tout notre liberté individuelle? Ne croyez-vous pas que, dans un contexte de vive tension politique et sociale, il serait temps de cesser ces crispations sémantiques et de libérer la pensée pour imaginer un autre avenir que toutes ces guerres et ces violences que nous servent sans pudeur et chaque jour nos écrans plats? À qui veut-on faire peur ici? Mais l'affaire n'est pas finie. Après l'asservissement du verbe, il faut isoler l'homme. Alors, on vient reprocher à maître Bernard Ripert certaines amitiés et l'excès d'humanité qui inspire son idéal de justice. Je m'explique. Sur l'exercice en état de suspension. L'article 275 du Code de procédure pénale français dispose, je cite, « À titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis. » Ce texte s'applique devant la cour d'assises, je le précise ici. Il est reproché à maître Bernard Ripert d'avoir bafoué l'autorité judiciaire et l'état de droit en acceptant d'envisager la défense devant une cour d'assises de deux personnes qu'il voulait bien aider en qualité d'amis. Je ne vais pas gloser ici. Je voudrais juste me référer à un vrai patriote, Clémenceau. Il faut savoir que ce dernier n'était pas avocat. Et pourtant, par autorisation du président de la cour d'assises, le Tigre fut autorisé à plaider la cause d'Émile Zola dans le cadre de l'affaire Dreyfus, sans robe. Ainsi, dans un texte brillantissime, Clémenceau attaqua le leitmotiv des militaires res juridica pro veritate habetur. Pendant sa plaidoirie du 23 février 1898, désignant le tableau où figurait un Christ en croix accroché derrière la cour, nous sommes 7 ans avant le vote de la loi de séparation de l'Église et de l'État, le Tigre s'écria: « Messieurs, quand l'heure des injures est passée, quand on a fini de nous outrager, il faut bien répondre. Et alors, que nous objecte-t-on? La chose jugée? Regardez-la, messieurs. Voyez ce Christ en croix. La voilà, la chose jugée. On l'a mise au-dessus du juge pour qu'il ne fût pas troublé de cette vue. C'est à l'autre bout de la salle qu'il faudrait placer l'image, afin qu'avant de rendre sa sentence, le juge eût devant les yeux l'exemple d'erreur judiciaire que notre civilisation tient pour la honte de l'humanité. » Avec cette référence historique, je crois que tout est dit.
Fallait-il empêcher la plaidoirie de Clémenceau? Fallait-il aussi interdire la plaidoirie de Jaurès, qui n'était pas avocat, dans le procès Géraud-Richard? Je voudrais juste poser ici une question. Est-il interdit d'avoir pour ami une personne dans l'embarras judiciaire et financier? Est-il contraire aux valeurs de justice de vouloir porter secours à un ami devant la justice si un texte l'autorise, même sans robe? Après la robe, vient la lie du mensonge et de la calomnie. Alors, on accuse Maître Bernard Ripert d'être un monstre d'avocat, capable en quelques mots de reproches publics, de provoquer une pulsion morbide chez un président de cour d'assises. Sur la provocation au suicide. Mais par quel sortilège? Par quel sortilège Maître Bernard Ripert aurait-il pu produire un tel réflexe chez une personne aussi conséquente qu'un magistrat président de cour d'assises? Quelle serait donc cette incantation maléfique par laquelle Maître Bernard Ripert produirait un tel effet? Voilà le propos incriminé. Je cite. « Il est préférable de connaître le code de procédure pénale avant de juger et de condamner quelqu'un soumis à votre sagacité. » Selon le procureur général, qui manie le verbe avec un talent qui fait honneur à sa robe et à ses médailles, il aurait suffi de cette phrase pour précipiter un président de cour d'assises dans le précipice du désespoir morbide, et ce, en plein travail. Voilà bien un funeste accident du travail. Je lui réponds donc immédiatement: conflit d'intérêts, car la jurisprudence en pareil augure est implacable. Il existe une présomption de responsabilité de l'employeur, pris ici en la personne des chefs de cour du point de vue hiérarchique, à savoir le premier président et le procureur général. Dans un arrêt du Conseil d'État rendu le 16 juillet 2014, le Conseil d'État a rappelé que, de manière générale, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'accident de service. Par cette décision du 16 juillet 2014, la section du contentieux du Conseil d'État, assouplissant sa jurisprudence antérieure, a jugé que ces principes sont applicables au cas du suicide ou de la tentative de suicide. Lorsqu'ils interviennent sur le lieu et dans le temps du service, les suicides ou les tentatives de suicide doivent être qualifiés d'accident de service s'il n'existe pas de circonstances particulières conduisant à les détacher du service. Or, il pèse sur l'employeur, aussi bien sur le supérieur hiérarchique, une obligation de sécurité, de résultat. Et ici, l'employeur est représenté par les chefs de cour. Alors, je ne vois pas trop comment Monsieur le procureur général peut nous parler ici de harcèlement moral dont il accuse Maître Bernard Ripert,
tandis que ce dernier ne disposait d'aucun pouvoir hiérarchique sur le président de la cour d'assises, contrairement au chef de cour à l'initiative des poursuites et en charge de juger maître Bernard Ripert, du chef de sa procédure disciplinaire. Il existe donc une situation objective de conflit d'intérêts qui s'oppose absolument à ce que maître Bernard Ripert puisse être poursuivi et jugé par des chefs de cour en désaccord avec maître Bernard Ripert sur la question de l'imputabilité d'un accident du travail lié à un défaut de résultat dans l'obligation de sécurité de l'employeur et du supérieur hiérarchique. J'insiste bien ici. Puisqu'il est prétendu que monsieur le président de la cour d'assises en serait arrivé à vouloir se pendre entre deux séances d'audience parce qu'il craquait psychologiquement, alors il existe ici une situation d'accident du travail, voire même de maladie professionnelle, dont la responsabilité incombe a priori au chef de cour, en vertu de la présomption d'imputabilité qui résulte là d'une jurisprudence logique. C'est donc au chef de cour de bien vouloir démontrer ici que la responsabilité de l'accident du travail et ou de la maladie professionnelle ne leur incombait pas. Et, à défaut d'une telle preuve, il existe en tout cas un conflit d'intérêts entre eux et maître Bernard Ripert, soumis à leur juridiction, alors que cette juridiction a fortement intérêt à imputer le réflexe morbide de ce président de cour d'assises au pauvre Bernard Ripert. Cette situation est d'autant plus choquante que n'importe quel fonctionnaire en situation de déboire moral peut exercer son droit de retrait pour se soustraire au péril psychologique dont il se sent victime et menacé. Il en va notamment ainsi dans l'hypothèse d'un harcèlement moral. Alors qu'un avocat ne le peut pas, il n'existe pas de droit de retrait pour l'avocat libéral et non salarié, autre que celui que j'ai moi-même exercé et que je qualifie de sui generis, étant donné qu'il existe pour l'instant un déni normatif. N'est-il pas permis d'imaginer ici que si maître Joseph Sipiliti, paix à son âme, avait pu exercer un droit de retrait avant la tragédie du jeudi 29 octobre 2015, cet avocat aurait pu passer le mauvais cap de ce désespoir criminel auquel il a cédé? Comme je vous le disais dans ma réaction à chaud sur place à Grenoble au soir de l'audience du jeudi 9 juin 2016. L'affaire Ripert n'intervient pas comme tombée du ciel. Elle illustre avec fracas certaines dérives psychosociales inhumaines au sein des barreaux. Quoi qu'il en soit, dans le contexte que je viens de rappeler longuement et au vu du conflit d'intérêts que je dénonce ici, la Cour de cassation ne pourra que donner bonne suite aux récusations initialement soulevées dans l'intérêt de maître Bernard Ripert, aussi bien que pour servir une bonne administration de la justice dans le respect du sacro-saint principe d'impartialité. Il est cependant très dommage que la bonne foi ne se soit pas manifestée spontanément en ce sens. Je déplore donc avec force qu'aucune des exceptions de procédure soulevées par maître Bernard Ripert n'ait été comprise, alors que certains motifs de récusation imposaient a priori de faire juger l'affaire ailleurs. Cette forme de surdité, même si elle procède d'un excellent savoir-faire technique de la Cour et d'un redoutable talent d'accusation du parquet général, me rappelle un passage célèbre de Notre-Dame de Paris dans lequel
l'illustre Victor Hugo évoque l'ancestrale magistrature en ces termes. Je cite. La salle était petite, basse, voûtée. Une table fleur de lysée était au fond, avec un grand fauteuil de bois, de chêne sculpté, qui était au prévôt et vide, et un escabeau à gauche pour l'auditeur, Maître Florian. Au-dessous se tenait le greffier, griffonnant. En face était le peuple. En effet, figurez-vous, à la table prévôtale, entre deux liasses de procès, accroupi sur ses coudes, le pied sur la queue de sa robe de drap brun blanc, la face dans sa fourrure d'agneau blanc, dont ses sourcils semblaient détachés, rouge, revêche, clignant de l'œil, portant avec majesté la graisse de ses joues, lesquelles se rejoignaient sous son menton, Maître Florian Barbedienne, auditeur au Châtelet. Or, l'auditeur était sourd, léger défaut pour un auditeur. Maître Florian n'en jugeait pas moins sans appel et très congrument. Il est certain qu'il suffit qu'un juge ait l'air d'écouter. Et le vénérable auditeur remplissait d'autant mieux cette condition, la seule essentielle en bonne justice, que son attention ne pouvait être distraite par aucun bruit. Paul Claudel disait que le pire n'est jamais certain. J'aime à le croire. L'encre des lois coule par la plume du législateur, mais elle sèche sous le souffle de la parole du prêteur. Orateurs, avocats, vous êtes la garde prétorienne de la justice. Ne l'oubliez pas. Soutenez Maître Bernard Ripper, quels que soient ses travers, c'est un vaillant confrère. Joyeux anniversaire, Maître Bernard Ripper. Vous êtes né un 13 juin, alors vous parviendrez bien à renaître de cette mauvaise salle numéro 13. Bien à vous. Je vais d'ailleurs moi-même illustrer ce principe sans prendre en tête Dieudonné, que j'aime beaucoup pour son œuvre, mais je vais quand même apporter la contradiction ici. C'est que je suis observateur attentif en tant qu'avocat d'une personne qui est souvent poursuivie pour négationnisme, entre guillemets, révisionnisme en tout cas. Je suis un observateur attentif des tensions sociales. Et je crois qu'il faut aussi, c'est peut-être une idée de spectacle d'ailleurs, il faut aussi se mettre à la place des gens qui ont peur. Parce que la peur n'est jamais bonne conseillère. La peur n'est jamais bonne conseillère, et là je crois qu'on a atteint effectivement une ligne de fracture. Ce que l'on voit aujourd'hui, ce sont des gens qui ont peur. Et moi je ne veux pas entendre qu'il y a des méchants d'un côté et des bons de l'autre. Je ne veux pas entendre ça parce que je suis pour l'union, pour l'unité de la France, et même si il faut pouvoir rire de tout, même si je suis vraiment à 100% d'accord avec Dieudonné sur le fait qu'il faut pouvoir rire de tout. Et d'ailleurs, je ne suis pas raciste. Ah bon? Pas du tout, du tout. Oh là là. Mais je dois dire que j'aimais beaucoup les sketchs de Michel Leb. Bonjour de nation, monsieur de nation, dites-nous de pommes de terre, avec ou sans avec gazon. Ça, vous n'avez pas. Mais je ne peux pas vous répondre en radin. C'est ça le seul problème. Ah, mais je ne suis pas en plus monsieur. Non, Vous savez que j'ai déjà répondu. Ah, mais comment? Là, le manger à le matin. Mais je me souviens. Michel Leb, Attention, je n'avais pas le droit de faire du négationnisme. non, elle m'a dit avec les narines là. Il dit que c'est pas les lunettes, c'est pas. Non, c'est marrant, il est marrant. Même quand il dit Il est marrant. 3 grammes ou 3 tonnes. C'est la même chose, c'est pas possible. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Voilà, et effectivement, il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui sont possibles.
Tout ça fait l'objet de débats. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'il faut d'un côté pouvoir continuer à être libre, pouvoir continuer à rire, et ça c'est mon métier de défendre ça, et je le ferai pour des gens de gauche aussi bien que pour des gens de droite, pas de problème. Mais par contre, à un moment donné, il ne faut pas que les gens aient peur, et il ne faut pas que ça devienne violent. Et ça c'est important, c'est pour ça que je salue le titre de votre spectacle, et à ce titre, je pense que Maître Ripert sera tout à fait d'accord pour être là aujourd'hui à ce titre, parce que c'est un homme de paix. Voilà. Et sachez une chose, c'est qu'effectivement il a vécu quelque chose de terrible, parce que pour être allé essayer de soutenir là-bas, il faut savoir que son internement d'office n'a été motivé que par un regard trop noir. Quand on en arrive là, je crois qu'on ne peut plus parler de liberté d'expression, parce qu'on n'a même plus le droit de regarder un magistrat. Voilà. Merci en tout cas. C'est un bel espace d'expression, merci. Chacun est là pour exprimer une sensibilité et on est de plus en plus nombreux et on arrive tous avec des chemins différents, mais finalement on est dans une situation où on a l'impression de vivre dans une véritable dictature et je pense que l'exemple de Maître Ripert, c'est vraiment un exemple flagrant. Alors,